On s'est connus en France, dans la lutte. Et on est rentré ici toujours dans la lutte. Et Anissé et moi étions les derniers UPCistes en clandestinité à être arrêtés avec Yondo Black. D'ailleurs, quand j'ai vu Anissé, je lui ai dit « Ouais, tu ne pourras pas être aux obsèques de Black. » Et il m'a dit « C'est à toi d'aller rendre hommage à Black en notre nom. » Bon. Je suis allé voir Anissé il y a 2 semaines au CED, à l'infirmerie. Bon, Anissé est un malade, un handicapé lourd, parce qu'il faut toujours qu'il ait un concentrateur d'oxygène, un appareil qu'il avait. On a confisqué son appareil. Les avocats sont allés demander l'appareil, ils ont refusé. Après, ils sont venus jeter les appareils à Anissé. Et Anissé a dit, je ne peux pas utiliser ces appareils sans une expertise. Il n'y a pas eu d'expertise. Bon, je devais faire une vidéo hier. Et quand le jeune homme est arrivé, je lui ai dit, je veux avoir les dernières nouvelles d'Anissé d'abord. Et quand j'ai eu la femme d'Anissé, Edwige, à qui je souhaite beaucoup de courage, c'est là que Edwige m'a dit que vendredi, elle était au CED, à l'infirmerie, avec son mari. C'est là que 3 gendarmes sont venus arrêter Anissé pour lui dire on va au tribunal. Anissé dit vous m'amenez au tribunal, est-ce que mon avocat est prévenu? On nous a dit de venir vous prendre. Et quand tous les deux, parce que sa femme était là, sortent sur le balcon, ils voient qu'on est en train d'amener Abba Oyono et Ndjekam Tchameni. Alors sa femme a couru chez l'avocat pour lui dire on est en train d'amener mon mari au tribunal militaire. Et c'est au tribunal militaire que Anissé a fait un gros malaise. On a dû ramener Anissé à l'hôpital, donc à l'infirmerie du camp de la gendarmerie. Et puis je crois qu'il a mis son masque parce qu'on lui a acheté un appareil, effectivement, d'oxygène. Ce n'est plus les grosses bonbonnes qu'on connaissait. Donc c'est dimanche soir que j'ai discuté avec sa femme en lui disant je devais faire une vidéo samedi, mais comme on n'avait pas d'électricité pendant 3 jours, je n'ai pas pu. L'électricité est revenue hier à 11 h. C'est là que j'ai appelé la femme d'Anissé. Et la femme d'Anissé m'a donc dit les gens là veulent traîner mon mari au tribunal sans le soutien de ses avocats. Et faire en sorte qu'il y ait un jugement à huis clos. Et donc, Mélie est allée protester pour dire vous amenez mon candidat, mon client où? Et c'est là qu'Anissé a fait un gros malaise. On a dû suspendre le jugement qui devait avoir lieu. Il était prévu par les amis de la galaxie UPC que je sois au tribunal lundi matin si ça avait lieu lundi. Et c'est là que la femme d'Anissé me dit que on veut amener mon mari au tribunal en catimini. Et donc on n'autorisera même pas l'entrée de potentiels témoins que les avocats peuvent demander à comparaître. Bon, Anissé était un peu fou parce que c'était un des lieutenants des villes mortes. Il n'avait pas peur. Une fois, il s'est retrouvé face au commandement, le patron du commandement opérationnel. Et ils étaient à Noubel.
il était entouré de beaucoup de jeunes, dont Dom qui avait quoi, 21 ans. Et le général a avancé. Il a dit à Anissé, si vous faites encore un pas, je vous abats. Et Anissé lui dit, j'avance. Vous pouvez m'abattre, mais l'histoire retiendra que c'est vous qui m'avez abattu, donc je n'ai pas peur. Il a avancé et le général était obligé de s'écarter. Ça, c'est les trucs que Anissé a fait. Anissé et moi, on était au Sénère. Le jour où j'arrive au Sénère à Mopi, Anissé fait tout pour communiquer avec moi. Il ne pouvait pas communiquer avec moi. Je ne sais pas comment ce qu'il a utilisé, mais il a fait un trou dans le mur. Au moment où j'étais aux toilettes, nos toilettes étaient contingentes. J'entends seulement, et quoi, n'aie pas peur, c'est moi. Je dis, tu es passé par où? Il dit, ne cherche pas. Voilà. On m'a interrogé. Voilà ce que j'ai dit. Et comme on va continuer l'interrogatoire pour toi demain, on m'avait bien frappé. Il dit, concentre-toi bien. Voilà ce que tu dois dire pour me protéger. Il a fait ça. C'était un fou. Et c'est une de ses qualités. C'était un stratège. Comment on appelle ça? Il était un des journalistes de La Voix du Cameroun, l'organe central de l'UPC, et il était non seulement un fin stratège, mais aussi quelqu'un qui savait, un grand artisan de la propagande du parti. C'était ça. Et quand Anissé commence à travailler avec Black, on est dans une cellule de l'UPC où il y a Abanda Tama, Anissé et moi-même. On est trois. Et un jour, à la réunion, Anissé arrive et il nous dit, je suis en train de travailler avec Maître Yondo Black. On lui dit, c'est qui? Il dit, non, c'est un démocrate. Lui aussi est fatigué du parti unique. Donc, on va travailler ensemble. Et Abanda lui dit, tu sais bien que ces gens-là n'ont pas l'habitude de la clandestinité. Tu vas voir ce qui va arriver. Et qu'est-ce que Anissé nous dit? Il nous dit, si on arrête Yondo, il y aura forcément un procès. Parce que c'est un ancien bâtonnier. Et Anissé a vu juste. Il y a eu le procès. Et au procès, on nous a dit, ne citez pas le parti parce que quand c'est les UPCistes, ils vont payer le prix lourd. Anissé s'en fout. Il a cité le parti. C'est pour ça qu'il a eu la condamnation la plus lourde, 4 ans. 4 ans. Il nous dit, tant mieux. Il fallait mettre Yondo derrière moi. Et c'est moi qui écoute la plus grande condamnation. Donc c'était ça, Ikané. C'était un grand combattant. La preuve, c'est que quand il a fait quand il a désigné Issa, et il a fait à une date qui est chez nous sacrée, le 13 septembre 1958, quand on a tué Oumniobé, Anissé est parti d'ici avec Djekam Tchameni et Ndom. Je n'ai pas pu monter à Yaoundé parce que pour monter à Yaoundé, pour moi, il me faut au moins un VIP. Je ne suis pas allé. Mais tout l'UPC a reconnu que Anissé a eu un flair politique. Et c'était ça, Ekane Anissé. Il avait beaucoup de flair. Et c'était un grand tacticien. C'est ce que nous retenons de lui. Il a semé. Il y aura d'autres Ekane, comme il y a eu d'autres Oumniobé. Et Anissé est du rang des héritiers de Oumniobé les plus valeureux.
C'est ce que je retiens de lui. Il est des hommes dont le passage sur cette terre laisse une empreinte indélébile dans la conscience collective d'un peuple. Des hommes qui, par leur courage, leur détermination et leur amour inconditionnel pour leur patrie, deviennent les flambeaux d'une lutte qui les dépasse et qui continuera bien après eux. Georges Anissé Ekane était de ces hommes-là. Un combattant, un résistant, un patriote au sens le plus noble et le plus sacrificiel du terme. Quand on écoute Henriette Ekwe parler de son compagnon de lutte, on perçoit dans chaque mot, dans chaque silence, la profondeur d'un lien forgé dans les tranchées de la résistance. Ces deux-là se sont connus en France, loin de leur terre natale, mais déjà unis par un même idéal, celui d'un Cameroun libre, d'un Cameroun débarrassé des chaînes de l'oppression, d'un Cameroun où le peuple serait enfin maître de son destin. Et quand ils sont rentrés au pays, ce n'était pas pour jouir d'une vie tranquille. Non, ils sont rentrés pour continuer le combat. Toujours dans la lutte, toujours dans la clandestinité, toujours au péril de leur vie. Ekane et Henriette Ekwe furent les derniers UPCcistes clandestins à être arrêtés, aux côtés de Maître Yondo Black. Ce simple fait en dit long sur leur engagement. Pendant que d'autres se taisaient, pendant que d'autres courbaient l'échine devant le régime du parti unique, pendant que d'autres choisissaient le confort de la soumission, eux continuaient. Dans l'ombre, dans le danger permanent, dans cette solitude terrible de ceux qui portent sur leurs épaules les espoirs de tout un peuple qui n'ose plus espérer. Ce qui frappe dans le témoignage d'Henriette Ekwe, c'est la manière dont elle décrit un homme qui n'a jamais eu peur. Jamais. Et ce n'est pas là une formule rhétorique ou une exagération dictée par l'émotion du moment. Non, les faits parlent d'eux-mêmes. Cette scène à Douala, lors des opérations Ville-Morte, où Ekane se retrouve face au commandant du commandement opérationnel, entouré de jeunes manifestants, dont certains n'avaient que 21 ans, le général avance, menaçant. Il dit à Ekane « Si vous faites encore un pas, je vous abats ». Et que répond Ekane? Il répond avec cette tranquillité des hommes qui ont fait la paix avec l'idée de mourir pour leurs convictions. J'avance, vous pouvez m'abattre, mais l'histoire retiendra que c'est vous qui m'avez abattu. Donc, je n'ai pas peur. Et il avance. Et le général, face à cette détermination inébranlable, est obligé de s'écarter. Voilà ce qu'était Ekane. Un homme qui forçait même ses bourreaux à reculer, non pas par la violence, non pas par les armes, mais par la force de sa conviction. Par cette certitude intérieure que la cause pour laquelle il luttait était plus grande que sa propre existence. Henriette Ekwe le dit avec tendresse. Ekane était un peu fou, mais cette folie, c'était celle des grands hommes, celle des visionnaires, celle de ceux qui refusent de se plier à l'ordre établi quand cet ordre est injuste. Celle de ceux qui croient, contre toute évidence, que le combat mérite d'être mené même quand la victoire semble impossible. Au CNR, cette prison tristement célèbre de Mopi, où tant de militants ont été brisés dans leur chair et dans leur âme, Ekane a montré une nouvelle fois de quel bois il était fait. Alors qu'Henriette Ekwe venait d'arriver, alors qu'ils étaient séparés, enfermés dans des cellules différentes, incapables de communiquer, Ekane trouve le moyen de percer un trou dans le mur. Et au moment où elle est aux toilettes, elle entend sa voix. « N'aie pas peur, c'est moi ». Il avait été frappé, torturé, mais sa première préoccupation était de protéger sa camarade de lutte, de lui transmettre les informations essentielles pour qu'elle puisse résister aux interrogatoires, pour qu'elle sache quoi dire, pour qu'elle puisse le protéger, lui aussi. Dans les geôles de la dictature, là où d'autres auraient sombré dans le désespoir, Ekane continuait de tisser les fils de la résistance. Il continuait de penser stratégie, il continuait de protéger les siens. Car Ekane était avant tout un stratège, un fin tacticien politique. Journaliste à La Voix du Cameroun, l'organe central de l'UPC, il était à la fois la plume et le cerveau de la propagande du parti. Il savait que la lutte pour la libération ne se gagnait pas seulement dans la rue, mais aussi dans les esprits. Il fallait éveiller les consciences, il fallait maintenir la flamme allumée, il fallait, malgré la répression, malgré les arrestations, malgré les assassinats, continuer de porter la parole du parti jusqu'aux oreilles du peuple. Quand il a commencé à travailler avec Maître Yondo Black, certains de ses camarades étaient sceptiques. Abanda Kwama lui avait dit « Tu sais bien que ces gens-là n'ont pas l'habitude de la clandestinité, tu vas voir ce qui va arriver ». Mais Ekane avait vu plus loin. Il avait compris que si Yondo Black était arrêté, il y aurait forcément un procès, parce qu'on ne fait pas disparaître un ancien bâtonnier dans l'indifférence générale. Et il avait raison, il y a eu un procès, et ce procès, malgré tout, a permis de faire entendre la voix de la résistance. Au cours de ce procès, on leur avait dit de ne pas citer le parti, on leur avait expliqué que les UPCcistes paieraient le prix fort s'ils assumaient leur appartenance.
Ekan s'en est moqué. Il a cité le parti, fièrement, courageusement, et il a écopé de la condamnation la plus lourde, 4 ans de prison. Mais pour lui, c'était un honneur. Il fallait, disait-il, mettre Yondo derrière lui. Il fallait que ce soit un UPCiste qui prenne la plus grande peine. Parce que c'était leur combat, leur histoire, leur sacrifice. Le 13 septembre. Cette date résonne dans l'histoire camerounaise comme un coup de tonnerre qui n'a jamais cessé de gronder. Le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé, le père de l'indépendance véritable, le leader de l'UPC, était assassiné dans le maquis. Ce jour-là, une partie de l'âme du Cameroun a été arrachée. Mais l'esprit de Oumniobé n'est jamais mort. Il a continué de vivre à travers des hommes comme Ekané. Et ce n'est pas un hasard si c'est précisément un 13 septembre qu'Ekané a choisi pour désigner Issa comme successeur dans la lutte. Les symboles pour lui avaient un sens. L'histoire avait un sens. Et il s'inscrivait consciemment, délibérément dans cette lignée de combattants qui, génération après génération, refusent de laisser mourir le rêve d'un Cameroun libre. Les dernières semaines de sa vie ont été un calvaire. Un homme gravement malade, dépendant d'un concentrateur d'oxygène pour respirer, traité comme un criminel de droit commun, son appareil confisqué, les avocats qui demandent qu'on le lui rende et qui essuient un refus. Puis, on lui jette son matériel sans expertise, sans garantie qu'il fonctionne encore. Et malgré cela, on le traîne au tribunal militaire, en catimini, sans prévenir ses avocats, comme si on voulait le juger dans l'ombre, loin des regards, loin des témoins, loin de cette lumière qu'Ekané avait passé sa vie à faire briller. Il a fait un malaise au tribunal. Ce corps qu'il avait porté dans tant de combats commençait à le lâcher. Mais même là, même affaibli, même à bout de souffle, Ekan restait debout, car on ne brise pas un homme comme lui avec des chaînes ou des barreaux, on ne le fait pas taire en lui coupant l'oxygène. Son souffle, c'était celui du Cameroun qui refuse de mourir. Son cœur battait au rythme de millions de Camerounais qui attendent encore, qui espèrent encore, qui luttent encore. Henriette Ekwe dit qu'elle ne pourra pas être à ses obsèques, mais elle ira rendre hommage à Yondo Black en leur nom à tous, car c'est ainsi que fonctionne la chaîne de la résistance. Quand l'un tombe, les autres le portent. Quand l'un s'en va, les autres continuent. La lutte ne meurt jamais avec un seul homme. Elle se transmet, elle se perpétue, elle renaît. Ekan a semé. Toute sa vie, il a semé. Des idées, des espoirs, des vocations. Et comme le dit si justement Henriette Ekwe, il y aura d'autres Ekan, comme il y a eu d'autres Oumniobé, car le combat pour la liberté ne s'arrête jamais vraiment. Il change de visage, il change de génération, mais il continue. Et chaque fois qu'un jeune Camerounais refuse l'injustice, chaque fois qu'une voix s'élève pour dénoncer l'oppression, chaque fois qu'un citoyen ose dire non au pouvoir arbitraire, c'est l'esprit d'Ekan qui parle. C'est son courage qui se manifeste, c'est son combat qui se poursuit. Georges Anissé Ekané était un héritier de Oumniobé, l'un des plus valeureux, dit Henriette Ekwe. Et elle a raison, car être héritier de Oumniobé, ce n'est pas seulement connaître son histoire ou réciter ses discours, c'est vivre comme lui. C'est accepter le sacrifice, c'est mettre sa vie au service d'une cause plus grande que soi. C'est refuser de se soumettre même quand le prix à payer est terrible. Ekané a fait tout cela, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, le Cameroun pleure un de ses fils les plus dignes. Mais le Cameroun doit aussi se souvenir que des hommes comme Ekané ont existé, qu'ils ont lutté, qu'ils ont souffert, qu'ils ont tenu bon quand tout semblait perdu. Et se souvenir aussi que leur combat n'est pas terminé, que le Cameroun qu'ils rêvaient, ce Cameroun libre, juste et démocratique, reste encore à construire. Ekan n'est plus là. Mais son exemple demeure, sa flamme continue de brûler. Et tant qu'il y aura des Camerounais pour se souvenir de lui, pour s'inspirer de lui, pour marcher dans ses pas, alors Ekan n'aura pas lutté en vain. Alors son sacrifice aura un sens. Alors le Cameroun, un jour, sera enfin ce pays libre qu'il a tant aimé et pour lequel il a tout donné. Repose en paix, Georges Anissé Ekan. Le Cameroun te doit plus qu'il ne le sait. Et l'histoire, cette histoire que tu as invoquée face au général qui menaçait de t'abattre, cette histoire retiendra ton nom. Parmi les héros, parmi les justes, parmi ceux qui n'ont jamais plié.